Ce qui vous a été présenté ici, ce qui a été remis à la ministre, est le fruit d'une longue démarche qui a commencé déjà en automne 2023. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on vient de commencer maintenant. Et donc ça s'est appuyé sur 4 documents de travail, et 4 documents qui sont emboîtés, si je puis dire. Donc il y a une démarche derrière. Donc le premier document de travail visait à établir est-ce que le système des pensions est durable ou pas sur le plan financier. Malheureusement, la réponse, je ne vous étonnerai pas beaucoup, mais d'après nous, elle est plutôt négative. Et on s'est basé pour ce faire sur des projections habituelles, et on s'est basé également sur 2 autres méthodes, et malheureusement, le tout converge pour dire qu'on a quand même un problème de financement à terme du régime général de pension et des régimes spéciaux aussi. Donc voilà un peu pour le premier. Le deuxième, ça portait sur le timing de l'effort à consentir. C'est pas le tout de faire un effort, il faut encore qu'il ne vienne pas trop tard, donc ça c'est important aussi. Le troisième papier, là on a regardé un peu ce qui se passe à l'étranger. Ça nous a donné des idées de réforme, des idées de briques si vous voulez, de mesures possibles de réforme des pensions. Et ensuite il reste à associer avec un certain nombre de critères, les plus économiques, sociaux possibles, associer ces briques pour en dégager quelque chose de cohérent, des propositions de réforme cohérentes. Et donc, c'est ce qu'on a fait au cours des derniers mois. Et l'un des éléments qui en ressort, c'est que la viabilité à long terme, ça je l'ai dit, est un peu menacée. Vous avez ici des projections de l'IGSS, c'est la projection de base sur le régime général, et qui vous montre que les réserves diminueraient, d'après eux, en tout cas, diminueraient fortement en pourcentage du PIB. Donc le poids relatif fondrait très rapidement, comme vous le voyez ici, c'est très, très net. Tant et si bien qu'à terme, on aurait même un endettement du régime général. Donc la politique a changé, il faut insister là-dessus. Donc voilà, donc des réformes s'imposent. Un effort, on est arrivé à la conclusion que, en ce qui concerne le timing, l'idéal est un effort déjà de 10% à court terme. Donc quand je dis à court terme, c'est de 2027 à 2030. Enfin, si c'est avant 2027, c'est encore mieux, mais c'est en tout cas d'ici 2030. Un effort qui porterait sur l'équivalent de 10% des prestations. Mais je vous rassure, ces 10% qui peuvent être atteints non seulement en diminution des prestations, mais également en augmentation des recettes, donc de manière équilibrée. Et à défaut d'un tel ajustement déjà à court terme, si on attend une vingtaine d'années par exemple, si on attend l'équivalent d'une génération avant d'assainir, sous prétexte que le niveau des réserves est toujours confortable, eh bien on risque de devoir faire un effort, donc dans 20 ans, qui serait de 2 à 3 fois plus élevé que l'effort qu'on consentirait de l'ordre de 10% des prestations qu'on devrait consentir à court terme. Voilà, d'où notre quatuor en quelque sorte, 4 possibilités, 4 clusters si vous voulez de réformes qui obéissent à 8 principes. Bon, il y a notamment le principe d'équité intergénérationnelle, d'équité en termes de revenus, il y a aussi la solidarité, cohésion sociale naturellement, les facteurs financiers dont je viens de vous parler, tout un certain nombre de contraintes à respecter, la simplicité aussi, à ne pas ne pas rendre le système trop complexe, la continuité aussi, c'est-à-dire que les personnes ne soient pas confrontées du jour au lendemain à, je ne sais pas, 3 années de retraite en plus du jour au lendemain, donc, ou à une diminution de pouvoir d'achat carabinée du jour au lendemain, donc il faut éviter tout cela. Et la flexibilité, là on pensait que c'était aussi, comme Madame la Ministre vient de l'exprimer, on pensait que c'était aussi un aspect très important. Et chaque réforme, chacune des 4 réformes répond à un accent particulier. La première, ce sera un accent plutôt d'épargne, donc financier, voilà. La deuxième, ce sera le social, et puis ensuite l'espérance de vie et que faire face à l'espérance de vie qui augmente, ce qui est une excellente chose évidemment. Et puis la quatrième, ce sera une sorte de ce qu'on appelle un pilote automatique. Enfin, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Et je tiens à dire aussi que les réformes qu'on propose, donc l'étude porte sur le régime général, comme l'a dit M. Wurth, mais disons les réformes proposées ont vocation à s'appliquer non seulement au régime général, mais également aux 3 régimes spéciaux, enfin voire même plus que 3 régimes spéciaux, puisqu'il y en a d'autres qui ont été cités. L'idéal à terme, évidemment, je dis bien à terme, étant un régime universel. Alors, la première option de réforme, c'est ce qu'on appelle la réforme écureuil, parce que ça fait référence aux économies. Donc là, c'est une réforme qui va en droite ligne avec notre démarche que je vous ai présentée d'entrée de jeu.
Et donc, on va droit au but, il faut faire des économies. Bon, maintenant, c'est faire des économies sous contrainte du social quand même. Donc, on ne néglige pas le social du tout, même dans cette mouture-là, dont ce n'est pas le premier objectif. Mais même dans cette réforme Écureuil, on veille quand même aux aspects sociaux, mais moins que dans d'autres, que je vous présenterai après. Et donc, il y a aussi un effort précoce qui est intégré, donc il y a l'effort de préfinancement de l'ordre de 10% dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est intégré à cette proposition-là. Ça sera intégré aux deux autres propositions également, que je vais vous présenter après. Et je pense pouvoir dire qu'on respecte quand même bien les 8 principes de base dont je vous ai parlé très rapidement, il est vrai, mais bon, équité, cohésion, la continuité, équilibre dans le financement, etc. Équilibre dans le financement afin de ne pas pénaliser l'économie. Donc ce serait dangereux d'avoir des mesures qui reposent trop exclusivement sur une augmentation des recettes. Dans une petite économie très exposée telle que le Luxembourg, c'est potentiellement très dangereux sur le plan économique naturellement. Et donc on risquerait de miner les conditions de la croissance et donc de miner en retour l'équilibre de la sécurité sociale à moyen terme. Alors voilà un peu sur quoi repose cette proposition de réforme Écureuil, sur un certain nombre de briques, sur un certain nombre de mesures, en quelque sorte. Et bon, je ne vais pas être trop long, vous avez le détail dans le document de travail. Il y a des mesures en prestations, en recettes. En prestations, vous avez notamment, là c'est en bleu foncé ici, une mesure qui consiste à cibler davantage l'allocation de fin d'année. Donc la cibler dès 2027. Donc la réduire quelque peu, mais en ciblant socialement. Donc on réduirait moins pour une personne qui bénéficie de la pension minimum, enfin qui est titulaire en tout cas de la pension minimum. Et ensuite, ce serait dégressif à mesure que la pension augmente. Et pour des pensions élevées, l'allocation de fin d'année serait même annulée complètement, et cela dès l'entrée en vigueur des réformes. Et pour information, on suppose ici dans cette présentation, c'est une hypothèse plus qu'autre chose, mais que la mise en œuvre des réformes, ce serait janvier 2027. Bon, si c'est plus tôt, c'est encore mieux, mais on suppose que ce serait janvier 2027. Et donc là, l'allocation de fin d'année serait limitée dès janvier 2027. De même, le lien en pension et salaire, vous savez qu'il y a une dynamique des pensions au Luxembourg. Les pensions sont ajustées au prix, donc il y a une indexation sur les prix, un ajustement des pensions au prix, et également un ajustement en plus que ça, un ajustement des pensions à l'évolution des salaires réels, d'un indicateur de salaire réel. Et donc là, il est proposé que dès 2027, une fois encore, l'ajustement au salaire réel soit beaucoup plus limité qu'actuellement. Si les salaires augmentent d'1%, ce serait beaucoup moins d'1%. Mais là encore, ce serait ciblé socialement. Donc pour une pension élevée, le lien deviendrait quand même assez ténu. Et pour une pension plus basse, le lien serait quand même en grande partie conservé. Donc ça, c'est ce qui est proposé. Ces deux mesures visent à favoriser le préfinancement de 10%. Ça participe au préfinancement de 10%. Et ça permet d'impliquer à l'effort déjà les pensionnés existants, mais plutôt en ce qui concerne le lien pension-salaire en tout cas, non pas en réduisant les pensions, mais en réduisant les augmentations de pensions, si vous voulez. Donc en ayant une dynamique d'augmentation des pensions moins généreuse, mais pas en diminuant vraiment les pensions existantes. Donc en ce sens, on ne touche quand même pas tout à fait aux pensionnés existants. On s'ajoutera à ça un coefficient de soutenabilité qui est plutôt une mesure technique, qui est liée à la mesure sur le lien entre pension et salaire, et qui vise à faire en sorte que les nouveaux pensionnés, je ne vais pas être trop technique, mais que les nouveaux pensionnés participent équitablement à cette atténuation du lien entre pension et salaire. Et puis une mesure plus importante qu'on appelle plan 50+1, c'est quelque chose que IDEA avait proposé déjà en 2018, où il avait été proposé d'écrémer, si vous voulez, les pensions les plus élevées. Enfin, vous savez bien, dans une pension au Luxembourg, vous avez une partie forfaitaire, une partie proportionnelle aux revenus cotisables. Et donc là, il est proposé, plus encore que dans la réforme de décembre 2012, de diminuer la partie variable de la pension, ce qui revient à écrémer les plus grosses pensions, sans pour autant toucher aux petites pensions. Donc c'est ça qui est derrière ce plan 50+1. À terme, ça ferait quand même une diminution très, très nette d'une pension, par exemple, de 9 000 €. Donc là, vous auriez une diminution très nette. Mais ce serait graduel, ce serait d'ici 2052, comme dans la réforme des pensions de décembre 2012, comme dans la législation actuelle, finalement.
mais ce serait accentué par rapport à la législation actuelle, cet aspect d'écrémage des pensions. Donc voilà, alors on ajouterait à ça une mesure en recette, ça peut peut-être surprendre, mais c'est la contribution dépendance, on augmenterait la cotisation dépendance de 1,4 à 1,8%. Ça permettrait à la dépendance d'avoir bien plus de recettes qu'actuellement. Donc l'État pourrait en compensation transférer moins de moyens à l'assurance dépendance, parce qu'il y a beaucoup de transferts actuellement. Et ce montant, qui est d'un peu plus de 200 millions d'euros, pourrait être canalisé vers le régime général de pension. Donc ça permettrait de financer le régime général de pension sans pour autant augmenter les cotisations. On préfère cette mesure-là parce que la base cotisable est plus large, donc ce qui permet d'avoir de meilleurs effets microéconomiques, moins d'effets désincitatifs, si vous voulez, sur le plan microéconomique, moins de pertes sèches économiques. Et donc c'est pour ça qu'on privilégie cette contribution dépendance. Donc ce serait une augmentation, somme toute, assez modérée, assez tempérée. Une autre mesure, les frais administratifs. Les frais administratifs de la CNAP tels qu'ils sont identifiés par la CNAP dans son rapport annuel, donc c'est quelque chose de bien précis, c'est de l'ordre de 60 millions d'euros, serait repris en charge par l'État. Et donc on ne met pas la pré-retraite dedans, par exemple, on met vraiment que les frais administratifs. Donc c'est quand même assez ciblé, parce qu'on ne veut pas non plus trop charger le budget de l'État, si vous voulez. Ce serait détricoté d'un côté pour retricoter de l'autre, enfin ce ne serait pas toujours très adéquat. Et enfin, s'ajoute à ça une mesure conditionnelle qui finalement est quelque chose qui existe déjà en grande partie. Vous savez que tous les 10 ans, mais même tous les 5 ans avec les périodes intermédiaires, l'IGSS fait un bilan technique du système, il regarde ce qui risque de se passer sur un horizon de 10 ans, et donc l'IGSS fait une évaluation financière du régime général de pension, et puis on voit s'il a lieu de procéder à des ajustements sur cette base-là. C'est un peu ça qui serait peut-être un peu renforcé, de façon symétrique. Si les résultats sont moins bons que prévu, il faudra rajouter d'autres mesures négatives. Si les résultats sont meilleurs que prévu, on pourrait imaginer qu'on lâche un peu de lest, qu'on augmente un petit peu le pouvoir d'achat de certaines pensions, ou qu'on rende certaines de nos mesures moins sévères, si vous voulez. Mais ça, c'est au fil du temps, donc de façon conditionnelle, en fonction de l'évolution économique. Donc voilà un peu pour décrire la réforme. Maintenant, on se pose la question, quel serait l'impact sur les pensions mensuelles, l'impact sonnant et trébuchant, si vous voulez, sur les pensionnés. Et vous voyez, on est parti d'un certain nombre de cas types, de cas de personnes qui ont une carrière d'assurance de 40 ans, se composant de 35 ans de période obligatoire et de 5 années complémentaires. Donc par exemple, 5 années d'études. Ou 5 années où vous élevez des enfants de moins de 6 ans, enfin c'est des périodes complémentaires en tout cas. Donc voilà, on est parti de ce cas-là, et on a regardé pour des personnes partant à la pension en 2026, 2027, 2030 et 2052. C'est ce que vous voyez ici avec les différentes couleurs. Et on a enfin examiné 3 cas, 3 niveaux de pension. Donc un niveau une pension de base en base 2025, disons en base de pouvoir d'achat de 2025 de 2500 €, une de 4 000 € et une de 9 000 €, donc assez élevée. Et on regarde un peu ce qui se passe dans chacun de ces cas. Alors, vous voyez à gauche, variation relative. Là, ça exprime l'effet de notre réforme Écureuil sur l'effet sur la variation des pensions par rapport à une politique inchangée, donc par rapport à la loi actuelle. Bon, si on applique la loi actuelle, les pensions auraient tendance à augmenter automatiquement en fonction notamment de diverses liaisons au salaire réel. Et donc, qu'en est-il par rapport à ce scénario de politique inchangée? Comme vous voyez, dans tous les cas, il y aurait une réduction. Ça correspond, même pour les personnes partant à la retraite en 2026, donc un peu avant la réforme qu'on propose. Tout ça, ça reflète ce qu'on appelle le préfinancement, et ça reflète le fait aussi qu'on fait participer à l'effort les pensionnés existants. Donc ça apparaît en vert, vous voyez ici. Au 2030, il y a une réduction aussi. Vous voyez que la réduction est surtout importante, évidemment, pour des horizons plus lointains, parce que c'est ce qu'on appelle le plan 50+1 qui commence à agir beaucoup plus. Et que pour une pension élevée de 9 000 €, quelqu'un qui partira à la retraite avec une pension de 9 000 €, elle se réduirait par rapport à la politique inchangée de quelques 30%. C'est sûr que ce n'est pas indolore, mais c'est pour les pensions les plus élevées, je le répète. Et à droite, vous voyez un autre concept, c'est toujours les variations occasionnées par notre proposition de réforme, mais cette fois-ci de façon absolue, pas par rapport à la politique inchangée,
mais par rapport au niveau de départ des pensions de 2025. Et voyez un peu ce que ça donne. Et donc on est étonné de constater, par exemple, que pour une pension assez basse, ben, finalement, en définitive, elle serait quand même plus élevée qu'elle ne l'est maintenant, que par rapport à quelqu'un qui partira à la pension en 2025. Pension de 4 000, c'est quand même très résilient. Vous voyez que c'est quand même très semblable. Il n'y a que dans le cas de la pension de 9 000 euros que vous avez toujours une réduction, même en niveau absolu, donc pas seulement en politique inchangée, mais même en niveau absolu, une réduction de l'ordre de 15%. Mais d'autre part, il s'agit d'un segment de la population qui pourrait plus aisément se préparer à ce type d'évolution. Et il faut quand même bien voir que c'est pour quelqu'un qui part à la retraite ici en 2052. Donc les personnes ont le temps, a priori, de se préparer. Donc voilà, alors la réforme sociale, ça c'est la deuxième proposition. On inverse la logique précédente, hein. On donne la priorité au social, et puis l'aspect financier, durabilité financière, devient... c'est sous contrainte de la durabilité financière, si vous voulez. C'est le deuxième objectif, mais ce n'est plus le premier objectif. Et alors, on insiste naturellement, comme le nom le dit, sur des mesures beaucoup plus sociales. Alors, voyez un peu sur quoi ça repose. Donc, on a de nouveau diverses briques en matière de refinancement, hein, de préfinancement, pardon. Enfin, j'ai travaillé des fois dans une banque centrale, donc j'ai tendance à parler de refinancement, mais il s'agit du préfinancement, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous voyez à nouveau ces mesures qui apparaissent ici, et qui, pour le coup, sont quand même un peu différentes de ce qu'elles étaient précédemment dans la réforme Écureuil, dans la mesure où elles sont encore un peu plus ciblées socialement. Par exemple, l'allocation de fin d'année, elle serait intégralement conservée pour une personne qui est à la pension minimum. Et ensuite, elle décroît quand même en fonction du niveau de la pension. Le lien pension-salaire serait aussi plus ciblé socialement, ce serait renforcé socialement. Voilà. Mais sinon, les deux principales différences par rapport à ce qu'on appelle l'écureuil, par rapport à la réforme précédente, c'est une augmentation de la pension minimum de l'ordre de 10%, qui permettrait de contrer la tendance récente de ces dernières années à la détérioration du taux de risque de pauvreté parmi les personnes âgées, même si ce taux de risque de pauvreté est très bon en comparaison internationale, hein, pour le moment, mais ça tend à se dégrader. Et donc, pour aller un peu contre cette dégradation, on propose cette augmentation. Et puis, ça permettrait aussi de réduire le pension gap entre les hommes et les femmes, qui, d'après l'Union européenne, en tout cas, serait l'un des plus élevés au Luxembourg, hein, serait l'un des plus élevés de l'Union européenne. Et donc, les titulaires de la pension minimum, ou du complément en pension minimum, en tout cas, sont très largement des femmes. Donc, ça permettrait déjà mécaniquement de diminuer un peu ce gap, si vous voulez. Une autre différence importante, cette fois-ci en recettes, c'est notre proposition d'un déplafonnement limité de la base cotisable. Donc vous savez qu'actuellement, il y a un plafond cotisable jusqu'à 13 200 € brut. Donc en dessous, vous payez 3 fois 8% de cotisation. Au-dessus, vous ne payez rien du tout actuellement, dans le régime général en tout cas, dans le régime général. Et ce qui est proposé ici, c'est qu'il y ait une certaine cotisation qui soit imposée aussi au-delà de cette tranche de 13 200 €, mais pas 3 fois 8%, mais 3 fois 3%. Donc c'est en cela que c'est partiel. Et un autre aspect important est que, je sais bien que dans le débat public, on a souvent parlé d'une mesure de déplafonnement, mais en disant qu'il n'y aurait pas de contrepartie, il n'y aurait pas de prestations en contrepartie des cotisations additionnelles. Et ça, on trouve que c'est un peu fort malgré tout, que c'est une violation du principe d'universalité des pensions, hein, parce que ça signifie, voilà, vous payez des cotisations, vous n'avez rien en échange. Enfin, c'est quand même un peu difficile à avaler sur le plan des principes. Et donc, on propose d'avoir tout de même des prestations, mais des prestations qui ne seraient pas calculées selon l'actuelle formule de calcul des pensions, parce que dans ce cas-là, la mesure serait tout simplement, à moyen terme, elle ne se traduirait pas du tout par des économies, ce serait même l'inverse. À moyen terme, elle serait très coûteuse, cette mesure. Donc ce qu'on propose, c'est de capitaliser les cotisations supplémentaires, les 3 fois 3%, comme je vous ai dit, de les capitaliser au taux d'inflation, au taux effectif d'inflation, pas plus que ça, peut-être même un peu moins. Enfin, on pourrait aussi se dire on ne capitalise que les cotisations personnelles et les cotisations employeurs. C'est une possibilité aussi. Et ainsi, la mesure se traduirait bel et bien par des économies aussi. Bon, la réforme sociale, quel est l'impact maintenant sur les pensions mensuelles? Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est assez intuitif. Le résultat sur les pensions élevées est le même que dans la pension écureuil.
Mais pour les petites pensions, ce n'est pas une surprise, évidemment. Là, vous auriez un boost, un soutien qui est quand même assez important. Ça, vous verrez dans le document. En particulier pour les titulaires de la pension minimum, mais aussi pour quelqu'un qui reçoit une pension de 2 500 €, dont la pension serait rattrapée par la pension minimum, donc elle serait portée aussi à terme par la pension minimum. Et une situation intermédiaire pour une pension de 4 000 €. La réforme d'âge, c'est notre troisième grande réforme. On constate que depuis la réforme de 2012, l'espérance de vie a augmenté d'1 an et demi, moyenne pour les hommes, pour les femmes, alors que l'âge effectif de la retraite est resté à 61 ans. Ça a un petit peu augmenté, mais c'est resté à 61 ans en gros. Et donc la durée de la pension, ou durée moyenne, c'est 25 ans. Et c'est la durée la plus élevée au sein de l'Union européenne. Et selon l'IGSS, l'espérance de vie augmentera encore de l'ordre de 2 ans d'ici 2050 et de l'ordre de 4 ans d'ici 2070. Et donc, que faire face à ça? C'est à cela que vise à répondre la réforme d'âge, justement, et c'est ce qu'on fait ici. Vous avez toute une constellation de briques, ce qui montre que c'est parfois un peu délicat de dire, comme on entend dire parfois, que bon, il suffit d'augmenter l'âge de la pension et tout est réglé. En fait, c'est assez compliqué, parce il doit y avoir beaucoup de mesures d'accompagnement aussi sur le plan financier. La première mesure, ce serait ce qui est en haut à gauche, c'est les âges de la retraite qui seraient liés à la longévité. Donc ça veut dire une augmentation, mais très graduelle, donc sans interventionnisme excessif dans la vie des gens, très graduelle des âges de la retraite. Donc les âges de retraite anticipés de 57 et 60 et de l'âge légal de 65 ans. Donc ça augmenterait graduellement en même temps que la longévité, ce qui veut dire que la période de retraite resterait de 25 ans comme actuellement. Elle est déjà la plus élevée de l'Union européenne, donc ce n'est pas extrêmement drastique, je dirais. Bon, ça signifierait quand même une augmentation de l'âge de la pension de 2 ans d'ici 2050 et de 4 ans d'ici 2070, en tout cas de 2 ans d'ici 2050. Voilà. Mais il faudrait une mesure d'accompagnement financier à ça, et c'est cela qui est en bleu juste en dessous, le coefficient de longévité. Ce qu'on appelle le coefficient de longévité, c'est un coefficient qui viendrait réduire la pension, parce qu'il se fait qu'avec les mesures d'âge, qui reportent les âges de départ, ça n'engendre pas autant d'économies qu'on pourrait le croire a priori. Parce que le problème, c'est qu'avec la formule de calcul des pensions actuelles, la pension moyenne augmenterait très fortement, très, très significativement. Donc vous aurez tendance à diminuer le nombre de pensions, mais chaque pension serait beaucoup plus élevée qu'actuellement, et donc en définitive, l'économie serait quand même un peu trop étriquée par rapport à nos objectifs de soutenabilité, et c'est pour ça qu'on a introduit un coefficient de longévité qui vient réduire, à mesure que la longévité augmente, qui vient réduire quelque peu... endiguer quelque peu, je dirais plutôt, c'est même pas réduire, c'est endiguer quelque peu l'augmentation de la pension liée à la longévité. À cela s'ajouterait un bonus pour pension différée, c'est ce qui est en vert foncé. Là, il s'agirait d'inciter les gens à partir plus tard à la pension. On a déjà un mécanisme actuellement, mais il nous semble peu efficace finalement et donnant lieu à des effets comment dirais-je, des effets, je ne retrouve plus le terme, enfin, de toute façon, des effets d'opportunité, si vous voulez, des effets qui auraient lieu de toute façon, ça n'incite pas vraiment toujours les gens à partir beaucoup plus tôt. Et donc, il s'agirait d'augmenter la pension moyenne de l'ordre de 4% pour une année de départ volontairement plus tardive, si vous voulez. C'est ça un bonus pour pension différée. Et alors, à cela s'ajouterait la retraite partielle flexible qui existe déjà, mais qui serait justement plus flexible. La ministre a un petit peu évoqué cet aspect-là, qui nous semble très intéressant également, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus davantage. Et puis, une gestion plus dynamique des fins de carrière aussi. Se poserait aussi la question de tous les aspects de pénibilité, qui se posent moins pour le moment parce que les âges de départ sont assez précoces au Luxembourg. Donc voilà un petit peu la réforme d'âge. Et alors, quelle serait la conséquence en termes de pension? Une bonne résilience des pensions mensuelles. Même les pensions les plus élevées ne diminueraient pas fortement, à politique inchangée, et en absolu, elles augmenteraient même assez sensiblement. Mais bon, bien entendu, il n'y a pas de miracle, on payerait moins de pension aussi. À l'horizon 2050, vous payez 2 années de pension en moins. Si on ne change rien, on aurait 27 années de pension. Là, on aura, avec ce lien des pensions de l'âge de la retraite à la longévité, le pensionné perd 2 années de pension. Donc, mais d'autre part, la pension mensuelle résiste bien. Voilà, alors, quatrième réforme, qui n'est pas vraiment une réforme, c'est ce qu'on a appelé pilotage automatique. Donc là, si on ne se met pas d'accord, disons, sur une réforme, alors on fait une sorte de pilote automatique qui consiste à, dès que vous avez un déficit qui apparaît,
l'année suivante, on réduit automatiquement les pensions ou alors on augmente les cotisations sociales. Et cela de façon automatique, hein, avec des coefficients fixes qui seraient fixés d'avance. Bon, ici, on a raisonné en supposant qu'il y avait un tiers de l'ajustement automatique du déficit qui se fait en termes de cotisation et puis 2 tiers qui se font en termes de prestations moindres. Mais là, attention, c'est toutes les prestations qui seraient réduites de la même façon. Donc c'est beaucoup moins fin, si vous voulez, que toutes les réformes qu'on vous a présentées avant, où c'est quand même beaucoup plus ciblé. Et donc on prend en compte dans ce scénario le caractère incertain de l'avenir, hein, par définition, parce que si jamais, en définitive, la situation des pensions ne se dégradait pas comme on le prévoit, le pilote automatique resterait dans son garage, hein, donc il n'y aura pas d'ajustement du tout des pensions ou des cotisations. Donc c'est une prise en compte de l'incertitude, et par définition, ça garantit la soutenabilité à terme. Le seul problème, c'est qu'à terme, ça réduirait quand même assez fortement les pensions, encore que, en termes absolus, la réduction serait de l'ordre de 5%, même pour les pensions les plus élevées. Donc ce n'est quand même pas un dérapage aussi fort qu'on pourrait le croire. Il pourrait y avoir des garde-fous, des amortisseurs, des tripartites qui se réunissent quand les ajustements deviennent trop forts. Donc là, ce serait un peu moins automatique pour le coup. Maintenant, quel serait l'impact financier de tout ce quatuor? Là, vous voyez en rouge le scénario de l'IGSS. Donc ça, ce sont les réserves par rapport aux prestations annuelles de pension. Donc actuellement, on a des réserves qui sont de 4 fois le niveau des pensions annuelles. Et vous voyez que ça, c'est ce qu'on vous avait dit au début, là, il y aurait vraiment une fonte des réserves dramatique, alors que dans nos 4 propositions, toutes les 4, la sociale un peu moins, mais toutes les 4 quand même, les réserves restent au niveau actuel, en supposant aussi une gestion un peu plus dynamique que supposée dans le scénario de l'IGSS, des réserves de pension. L'avantage de ce scénario est que, enfin, si vous aviez des évolutions nettement moins favorables, comme dans le scénario de base, quel serait le problème? C'est que vous seriez confronté à une sorte de ce qu'on appelle le toboggan infernal, d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous auriez à la fois le vieillissement qui pèserait très fort sur l'évolution des pensions, l'évolution financière, mais vous auriez aussi une diminution graduelle des réserves, des revenus du patrimoine des réserves luxembourgeoises. Or, ce revenu du patrimoine est quand même très élevé. Donc, vous auriez un deuxième facteur très négatif qui pèserait très négativement sur l'évolution des finances, si vous voulez, du régime général de pension. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la nécessité de viser un objectif budgétaire suffisamment ambitieux, c'est-à-dire de viser la stabilité des réserves par rapport à leur niveau actuel, ce qui serait réalisé dans nos propositions. Donc voilà un peu, mais ce ne sont pas des propositions à prendre et à laisser. On vous a présenté diverses briques. On pourrait imaginer de les combiner d'une façon différente. On pourrait imaginer de mettre, je ne sais pas moi, la pension minimum augmentée, mettre un plan 50+1 qui serait partiel, un lien avec l'espérance de vie qui serait partiel, le pilote automatique qui viendrait, mais à titre supplétif, à ce moment-ci, qui ne serait plus le pilier principal, mais qui viendrait vraiment quand ça dérape, pour corriger les dérapages, une sorte de mécanisme de correction d'erreurs intégré aux réformes, si vous voulez. Et donc voilà, mais il faudrait que le tout reste cohérent, évidemment, il faudrait que ce soit socialement cohérent aussi, et que la contrainte budgétaire soit respectée. Donc voilà, en guise de conclusion, je tiens quand même à dire que j'apprécie beaucoup le système luxembourgeois de pension. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, des avantages sociaux, enfin une situation sociale des seniors qui est quand même très positive, ce n'est quand même pas quelque chose à négliger. Je trouve que la formule de calcul des pensions intègre beaucoup d'éléments intéressants, c'est quand même assez exhaustif, donc je ne tiens pas à critiquer absolument tout ce qui existe. Il y a aussi des mécanismes de surveillance dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, qui me semblent très, très adaptés. Et j'en passe, quoi, je pourrais continuer. Donc je ne suis pas du tout dans une démarche négative et dans une démarche de destruction du système. Ce n'est pas une révolution qui est proposée, mais une évolution. C'est un bel édifice, il faut sauvegarder les murs porteurs, donc il ne s'agit pas de détruire les murs porteurs, mais seulement il faut le réformer de fond en comble. Je trouve qu'il faut rénover, je veux dire, quand même de fond en comble le système. C'est pour ça que je trouve que le mécanisme, le processus de consultation en matière de pension est quelque chose de vraiment très bien vu. Maintenant, je suis très, très impatient, évidemment, de voir quelles seront les retombées. Voilà, je vous remercie.